sommaire d'Actu 3V, la passerelle remonte sur les planches avec au programme une comédie, quelques coups de canon à Wörth en mémoire de la bataille de Reichshofen. Les sportifs du collège de Niederbronn courent contre la faim dans le monde, mais pour l'instant, levez le pied, opération sensibilisation sur notre canton. Vous avez peut-être déjà croisé ce panneau. Rassurez-vous, ce n'est pas un radar, mais son objectif est tout de même de vous inciter à lever le pied. En effet, suite à des contrôles routiers relevant des excès de vitesse en agglomération, les maires du canton ont souhaité attirer l'attention des usagers sur la vitesse au volant. La communauté des communes a alors investi dans ce panneau d'affichage qu'elle met à leur disposition en fonction d'un calendrier annuel de rotation. Ce sont les ouvriers communaux, tels qu'ici M. Bénet à Mittesheim, qui sont chargés de poser le panneau à l'emplacement souhaité par le maire. À la fin de chaque utilisation, le panneau retourne en mairie où les données enregistrées sont relevées, archivées et envoyées à la communauté des communes. Vitesse moyenne et maximale, évaluation de la fréquence automobile, autant de données qui peuvent être consultées en mairie. Mais l'objectif principal de ce panneau reste la sensibilisation à la vitesse, à tout moment, et même dans les rues qui peuvent paraître calmes. Des acteurs concentrés, un cuisinier déjanté, la compagnie de la passerelle répète en vue de son prochain spectacle. Pour la 5e création de la compagnie, Cigalon, une pièce comique de Marcel Pagnol, a été adaptée et mise en scène par Myriam Langrenier. On recommence. Mais alors nous serions montés jusqu'ici pour rien? C'est absolument dubitatif. C'est notre cher Cigalon que vous reconnaissez, le cuisinier qui a tenu un restaurant pendant très longtemps avec sa sœur, mais qui ne souhaite plus cuisiner, en fait. Et le souci, c'est qu'il y a des promeneurs qui souhaiteraient manger, mais Cigalon ne veut pas les servir. Et puis, ça, c'est une première histoire. Et en fait, il y a une deuxième histoire dans cette pièce. C'est effectivement le griveleur qui décide d'aller manger au restaurant sans payer. Cigalon, évidemment, le prend très mal. Toi, scélérat, cochon, voyou, dès que te sera mieux, tu partiras. Ah mais non, je ne veux pas partir, je veux qu'on m'arrête. Il y a le côté Provence qui nous intéressait et puis le travail sur l'accent effectivement de Marseille qui n'est pas forcément facile avec notre alsacien, notre accent local. Donc ça c'est un bon exercice effectivement de style. Puis c'est une pièce effectivement drôle, légère, que les comédiens ont beaucoup de plaisir effectivement à travailler. Tais-toi, chauffeur de malheur, avaleur de calérie. Ne respire pas sur mes fusains, que l'odeur va me les tuer. Une des spécificités du théâtre de Marcel Pagnol est la caricature, un jeu dont les acteurs se sont plutôt bien accommodés. En fait, je rentre progressivement dans mon personnage et au bout d'un moment, je me surprends même d'avoir fait certaines choses. Je me dis, tiens, c'est venu tout seul parce que je me suis vraiment bien rentré dans mon personnage, quoi. Il faut encore qu'il me fasse de la réclame en vomissant ma cuisine devant le monde. Nous jouons ici dans la Maison des Arts et des Congrès le vendredi 30 mai, le samedi 31 mai à 20h30, les deux soirs, et le dimanche 1er juin, on joue à 17h. Et comme toutes les années, l'entrée est libre avec plateau. Les gens laissent ce qu'ils veulent. On veut absolument que ce soit accessible à tous. Le 6 août 1870, sur ces plaines, s'est déroulée la bataille de Reichshofen. Pour se souvenir de l'événement, de nombreuses animations se sont déroulées autour du château de Wörth à l'occasion de l'opération Alsace lieu de mémoire. Ce rendez-vous, qui s'est tenu début mai, a offert au public l'accès à de nombreux hauts lieux d'Alsace où se sont déroulées de nombreuses batailles. À Wörth, c'est au son d'une batterie de canons que les badauds sont venus découvrir le bivouac de l'armée prussienne ainsi que des objets d'époque. À quelques mètres de là, l'atelier du buffletier qui, avec ses outils, et notamment son marteau vieux de 150 ans, a confectionné tout au long du week-end différents accessoires utilisés autrefois. Dans les corps d'armée, notamment le buffletier, c'est devenu celui qui allait sur tous les fronts, qui faisait tous les fronts et qui réparait tous les ceinturons, toutes les pochettes, les cartouchières du corps de l'armée. Plus loin, le charron cerclait les roues des véhicules. Tous ces métiers jouaient un rôle très important dans l'armée. On avait besoin de tous les corps de métier. Alors ça partait du cordonnier, du charron, de l'ensemble de tous ces éléments dont on avait besoin pour que le soldat puisse vivre. Sachant bien que dans chaque corps d'armée, à l'époque, il y avait encore des artisans qui travaillaient, des forgerons, des maréchals ferrants, etc.
Aujourd'hui, avec l'Europe actuelle, ce retour vers le passé pourrait avoir une autre connotation. En 1870, viennent ici sur le champ de bataille des Badois, des Wurtembergeois, des Bavarois et des Prussiens. Alors moi qui suis originaire de la région, je suis habillé en bavarois, en tant qu'officier bavarois. J'ai beaucoup d'amis allemands qui sont venus nous rejoindre, qui eux sont habillés en zouave, donc qui est un uniforme français. Et je crois que l'Europe moderne passe aussi par là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de honte à porter l'uniforme de l'autre parce que nous sommes amis. Les figurants, en compagnie du public, sont ensuite partis sur les traces des aînés en empruntant les différents sentiers de la bataille, avec en prime pour l'hommage quelques tirs au fusil. Espérons que pour certains, cette approche ludique sur cette grande page de l'histoire aura permis de prendre vraiment conscience de ce qui s'est passé un 6 août 1870. Pour la deuxième année consécutive, les élèves du collège de Niederbronn ont affirmé leur engagement aux côtés de l'association Action contre la faim. Le principe, un circuit de 1 km à réaliser le plus de fois possible en 1 heure. Chaque tour est comptabilisé et rapporte pour chaque élève une somme qu'un parent ou un sponsor s'est engagé au préalable à lui verser. Ayant été sensibilisés à la faim dans le monde, les élèves ont conscience de l'utilité de cette course. On se sent concernés. Moi, je suis en train de me régaler et eux, ils sont en train de mourir de faim. Non, c'était... Et donc c'est pour ça, courir, ouais. 550 collèges de France, soit 170 000 élèves, ont participé à cette course le 16 mai dernier. Les bénéfices récoltés seront utilisés par Action contre la faim pour construire des puits et des centres nutritionnels thérapeutiques au Libéria. Je veux chanter, chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux, qui ont quelque chose dans leurs yeux, quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Et notons que cette année, la manifestation s'est voulue particulièrement festive grâce aux animations préparées par les élèves et la venue bénévole de danseurs maoris, tahitiens, ou encore par une démonstration d'arts martiaux, le Goshin Jitsu. En 2007, la course contre la faim a permis de récolter à travers toute la France 2 millions d'euros, un acte de solidarité où chaque enfant représente un espoir. Plan d'eau de Zinswiller par un dimanche matin, un endroit qui a été le théâtre d'un exercice grandeur nature destiné à une dizaine de stagiaires de l'association des maîtres chiens sauveteurs aquatiques de la sécurité civile dans le cadre de leur formation. Mais plus encore... C'est des jeunes gens qui sont dans la sécurité civile déjà chez nous dans le Bas-Rhin, ou alors à la rigueur dans une association de leur département, ou alors en été, ils prennent des postes plage en tant que maître nageur sauveteur avec leur chien Terre-Neuve. Étant donné qu'il y a du monde qui va venir aujourd'hui, donc on les a briefés un peu pour qu'ils sachent à peu près ce qui se passe, quoi. Venant d'Alsace, de Haute-Savoie et de Lorraine, ces maîtres chiens sauveteurs et secouristes ont dû mettre en pratique le savoir-faire acquis quelques jours auparavant. Ce cas concret, il consiste à faire une intervention de plusieurs maîtres chiens et de plusieurs secouristes sur un bateau où il y a feu à bord avec explosion. Et pour aider l'ensemble de ces stagiaires, un fidèle compagnon reconnu pour ce style de sauvetage, le Terre-Neuve. Mais pourquoi ce type de chien ? La spécificité des Terre-Neuve, c'est que c'est un chien qui a 2 poils, un sous-poil très gras et un poil extérieur qui l'immunise contre le froid et également contre le chaud. Quand il est dans l'eau, il se crée des bulles d'air entre les 2 poils, ce qui lui donne effectivement cette flottabilité qu'il a. Et après, il a un deuxième avantage, c'est un des seuls chiens qui a les pattes palmées. On appelle ça palmé, mais c'est des interdigitales supplémentaires par rapport à un autre chien. Et il nage avec les 4 pattes. Tous les autres chiens nagent qu'avec les pattes avant.
Et après, la troisième qualité du Terre-Neuve, c'est qu'il fait tout par amour du maître. Donc il va jusqu'à la mort, s'il le faut, pour son maître. L'association dispose également d'une logistique professionnelle, comme par exemple ce matelas coquille flottant, où le blessé va y être déposé avant un remorquage par le chien vers la berge. Terre-Neuve 67 est un vrai centre de formation reconnu pour sa spécialité de secourisme en milieu aquatique, d'où l'importance pour l'ensemble de ses candidats d'une bonne notation, vous l'aurez compris. Nous formons également au maître chien, sauveteur aquatique avec Terre-Neuve. Nous formons au BNSSA, donc au brevet national de sécurité aquatique. Et nous formons également en permis bateau. Donc nous faisons passer des permis bateau. Donc les gens qui sont intéressés peuvent éventuellement rejoindre l'association. Il faut savoir que nous sommes réquisitionnables par la préfecture lors de plans rouges et de plans orsec. Créée en novembre 91 par son président actuel, cette association a pour but de promouvoir le Terre-Neuve dans ses missions de sauvetage avec l'aide de toute une équipe. La mise en place d'un tel dispositif ce matin-là a permis également d'observer de plus près la coordination entre les différents services de secours, sauveteurs, pompiers, gendarmes, avec pour objectif l'aide aux victimes et la sécurité du lieu. Dès l'arrivée des sapeurs-pompiers sur le site de l'accident, la prise en charge des victimes s'est faite en étroite collaboration. Sur l'eau, dernier remorquage des civils. C'est bien, tu lâches la Corée, c'est bien. Et mise en place d'un barrage anti-pollution. Arrivée ensuite de l'équipe cynophile de la gendarmerie à la recherche d'une personne choquée lors de l'explosion qui se serait égarée en forêt. Quant aux pompiers, place à l'extinction du bateau en feu. Le président s'est félicité du bon déroulement de ces opérations, mais pour autant, la formation ne s'arrête pas là pour ces stagiaires qui, après s'être remis de leurs émotions, ont eu droit à de la théorie. Et du côté des victimes, on en pense quoi de ce sauvetage ? Ah, franchement, ça va, c'était rapide et tout. Bon, c'était par étapes, hein, c'est normal. Ouais, même c'était quand même assez rapide. Au final, coup de chapeau à l'ensemble de ces équipes et notamment aux membres de l'association Terre-Neuve 67 qui seront prêts à se jeter à l'eau pour vous cet été sur les plages si le besoin s'en fait sentir. Comprendre le paysage de Niederbronn et de sa région, c'est ce que propose le sentier d'interprétation paléo-environnemental. Aussi appelé le parcours de Janus, du nom du dieu romain associé au thermalisme, cette balade de 8 km est jalonnée de 16 stations. Des temps géologiques à l'époque contemporaine, elles nous font découvrir l'empreinte de l'histoire sur le paysage en abordant des thèmes aussi variés que la géologie, l'hydrologie, le néolithique, l'architecture romaine ou encore la faune et la flore. Jean-Claude Gérold, médiateur du patrimoine à la Maison de l'Archéologie, nous conduit sur les traces de l'histoire. La première station est consacrée à la géologie. Nous voyons dans la vallée un paysage qui s'est mis en place aux environs de 340 millions d'années. En quelque sorte, c'est le socle granitique des Vosges, mais aussi de la forêt noire qui s'est mis en place. Ces montagnes vont progressivement être taraudées par les intempéries et les résidus qui vont s'enlever de ces montagnes vont se changer en sable. Et puis, il y a la mer, en quelque sorte, qui va apparaître aussi. Quelques millions d'années plus tard, la mer se retire, un autre phénomène apparaît. Il y a à peu près 60 millions d'années, on peut comparer ce paysage un peu à une espèce de soufflé au fromage. Donc tout est en place déjà, nous avons vu donc le socle granitique, tout ça, ça va monter progressivement et ça va s'affaisser. Il va y avoir une grande faille. Cette faille sera donc la bande rhénane, en quelque sorte la plaine d'Alsace. D'un côté, les Vosges du Nord et d'autre côté, la forêt noire. Une autre station nous présente les traces de l'époque néolithique dans la région. Néolithique, c'est le nouvel âge de pierre, c'est fin de la préhistoire. Alors les traces du néolithique en Alsace sont attestées aux environs de 5500 ans avant notre ère. Alors qu'est-ce qui caractérise le néolithique? C'est la sédentarisation. C'est quand les hommes, progressivement du chasseur-cueilleur, se sont installés. Ils ont fait d'autres inventions encore, notamment
l'invention de la hache en pierre polie qui va leur permettre d'abattre des petits arbres en bois vert, construire de ce fait les premières maisons. Les premières maisons qui se regroupent vont donner les premiers villages. À 50 mètres plus en haut du panneau, en suivant le chemin, se trouve un abri gravé qui attesterait de traces de la présence d'hommes du néolithique. Donc les fameux abris qu'on a dans le secteur, et notamment du côté de Degelsart, on peut trouver des stries sur les parois et il semblerait, du moins selon certains spécialistes, qu'il y ait des possibilités que ces stries aient été faites donc, par les hommes du néolithique et notamment en essayant de façonner ces fameuses lames en pierre taillées pour en faire ensuite des haches en pierre polie. Au lieu-dit du Rizac, c'est l'occupation romaine qui a marqué le paysage. Les traces ici, au Rizac, ce sont les restes d'une villa romaine qui, bien évidemment, ne sont plus apparentes. Ça se passait là-bas. Ce secteur a été fouillé au 19e siècle par un hôtelier restaurateur qui s'appelle Charles Matisse. Alors, les traces autres visibles de cette période, ces traces peuvent être végétales. Par exemple, les Romains nous ont apporté, hormis la vigne, que tout le monde sait, le pommier, il existait chez nous à l'état, je dirais, sauvage, en buisson, voilà, ils l'ont domestiqué. Pareil pour le noyer. Et surtout, ils ont ramené le châtaignier. Et il y a des châtaigneraies dans le secteur, donc il y a une tradition en quelque sorte qui a perduré. Retour au centre-ville où la période romaine se caractérise également par le développement de l'architecture en pierre, l'usage généralisé de la monnaie et l'organisation de cités avec la construction de bâtiments à usage spécifique. Niederbronn existe déjà depuis l'Antiquité. Des traces sont attestées à partir du 1er siècle jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Alors là, nous sommes place Marchy. Il faut s'imaginer que sous cette place, donc sous la croûte de macadam, se trouvent les thermes. Il n'y a pas de ville romaine sans station thermale. Alors quand on dit station thermale, à ne pas confondre avec une station thermale actuelle qui, à l'époque, donc à l'Antiquité, n'avait pas forcément de vocation médicale. C'était un lieu de rencontre, de convivialité. C'était presque un fitness center, si on veut. En 1993, M. Prévost-Bourré, donc qui est le conservateur de la Maison de l'Archéologie, a effectué des fouilles, a donc dégagé cette station thermale. Les vestiges sont aujourd'hui recouverts par les dalles béton du parking, mais les objets trouvés durant les fouilles sont exposés à la Maison de l'Archéologie. On y découvre par exemple des gobelets en sigillé, une parure avec boucle d'oreille en or 24 carats, quand même relativement rare, des gobelets, des restes de vaisselle romaine, des monnaies et plein de choses encore. Et pour découvrir bien d'autres secrets dont recèle ce sentier, rien de tel qu'une marche, carte à la main. Vous trouverez celle-ci à l'Office du tourisme ou à la Maison de l'Archéologie, différents circuits plus ou moins longs étant réalisables. Sachez enfin que très prochainement, un balisage sera établi entre les différentes stations pour mieux vous aider à vous repérer.